Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale. Aujourd'hui, c'est lundi. Nous sommes le 17 octobre et nous sommes en route pour 30 minutes d'information 100% Vendée dans ce début de semaine. Alors, de quoi parlons-nous ce matin ? Eh bien, dès le début du journal, nous faisons un point rapide sur la mobilisation à Donges et donc sur l'état de l'approvisionnement de nos stations-service du Grand Ouest. Nous revenons aussi sur une actualité plutôt chargée du week-end avec dans le désordre la marche pour la statue Saint-Michel. Ça, c'était au Sables-d'Olonne. Elle a réuni plusieurs centaines de Sablais, mais aussi des élus. Nous parlerons de la première édition du festival Rush & Game qui a permis à La Roche-sur-Yon aux amateurs de jeux vidéo d'en prendre plein les yeux pendant 2 jours, ou encore les images du baptême du nouveau bateau d'Arnaud Boissière, et ce en prévision de la route du Rhum tout d'abord, mais également et juste derrière du Vendée Globe. Et puis comme c'est lundi, dans un quart d'heure, nous allons avoir Alexandre Lenaour sur le plateau de la matinale qui va venir nous faire le point sur les résultats sportifs du week-end. Avant tout ceci, je vous propose de regarder la carte météo de ce début de semaine. Une chose à garder en tête, n'oubliez pas le parapluie aujourd'hui. A priori, vous pourrez le laisser après à la maison sécher pour demain. Le soleil reviendra à partir de demain. Mais avant cela, vous le voyez, nous allons démarrer la journée sous les nuages et sous les averses, notamment sur le littoral. Dans les terres, vous êtes un petit peu plus chanceux. Le soleil devrait faire quelques apparitions entrecoupées d'averses. Cet après-midi, c'est à peu près la même chose. Les nuages du littoral vont gagner l'ensemble du département avant de s'échapper chez nos voisins des Deux-Sèvres. Des averses également, donc un temps variable, un peu mitigé, vous dites ça comme vous voulez. Il va y avoir des nuages, du gris et des parapluies ouverts. Et donc, je vous le disais tout à l'heure, ça s'arrange à partir de demain pour plusieurs jours. Les coefficients et les marées, surtout les horaires de marée de ce lundi, vous le voyez, la basse mer, elle est prévue un petit peu après l'heure du goûter. Quant à la pleine mer, nous avons les horaires qui s'affichent à l'écran. Notez ces coefficients, 33, 27, ce qui veut dire que si vous envisagez de traverser le Gois pour relier le continent à Noirmoutier en milieu d'après-midi, essayez de vous rapprocher justement au maximum de la basse mer. Comme il y a de petits coefficients, la mer se retire peu et va remonter très vite. Passons à notre carte des marchés avec nos 4 rendez-vous habituels pour le lundi. Il y a Noirmoutier, il y a les Sables-d'Olonne, il y a Jars-sur-Mer, ça c'est pour tous ceux qui habitent sur le littoral ou qui veulent faire un petit tour dans l'ouest, et il y a Benay pour le sud Vendée, à la quasiment frontière avec nos voisins des Deux-Sèvres. De l'éphéméride à présent, c'est la Saint-Baudouin aujourd'hui. Vous pouvez également souhaiter une bonne fête aux Solènes, aux Zélia. Nous fêtons les 85 ans de Riri, Fifi et Loulou, ça ne nous rajeunit pas. Ils ont été inventés en 1937 pour les studios Disney. Si on revient à nous, le soleil se couchera ce soir à 19h15 et on passe au journal. Et nous allons donc prendre la direction de Donges pour commencer. Donges en Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire, où se trouve la raffinerie Total Énergie qui alimente une bonne partie de nos stations-service ce lundi matin. La grève qui y a été votée il y a 5 jours est toujours en cours. Le préavis est d'ailleurs valable jusqu'à mercredi 13h30, date et heure de la prochaine Assemblée Générale des syndicats grévistes. Cette AG se fait volontairement après la mobilisation de plusieurs secteurs professionnels qui est annoncée demain. La décision concernant Donges pourrait donc dépendre justement du nombre de personnes prêtes à rejoindre le mouvement en ce mardi 18 octobre. Nous y reviendrons évidemment dans nos prochains journaux. Dans le reste de l'actualité, il y a la première de Rush & Game. C'était à La Roche-sur-Yon ce week-end, autour de 5000 personnes qui ont participé à ce festival dédié à l'univers des jeux vidéo. Tournoi de e-sport, concours de cosplay, ces tenues qui sont inspirées des héros de manga ou de jeux vidéo, ou encore rencontres avec des acteurs incontournables de la pop culture étaient au programme vendéen. Colline Davy. Un grand festival pour réunir les amateurs de jeux vidéo. Le Rush & Game se tenait pour la première fois ce week-end, un événement que beaucoup sont venus partager en famille. Pour les enfants, tout simplement. Ils avaient envie de venir, ils sont déguisés, donc on est venu voir le salon. Les jeux que j'ai préféré faire en ce moment, c'est les bandes d'arcade. J'ai bien aimé aussi tout ce qui est cosplay, Zabouza, etc., etc. Là, on est en train d'essayer de faire un jeu sur Scratch, un jeu de casse-briques, où en gros, on a une genre de raquette, une balle,
et des briques et on doit tous les casser. Qu'on aime bien tout ce qui va être jeu. Aussi, ça peut lui permettre de voir ce qui est possible aussi. Et moi, ça me permet d'être un peu à la page parce que sincèrement, avec tout ce qui est nouveau, en fait, c'est pas mal de voir ce qui se fait aussi pour les jeunes. Tous les univers du jeu sont réunis, Just Dance, réalité virtuelle, manga, jeux de plateau ou même sabre laser. Le sabre laser est une discipline sportive aujourd'hui qui est affiliée à la Fédération française d'escrime. C'est la 4e arme de la fédération. C'est vraiment l'association du sport et de la culture geek. Au programme également, un défilé de cosplay. Je suis Beidou dans Genshin Impact. J'aime beaucoup sa personnalité. C'est une femme forte, pirate, qui fait ce qu'elle veut un peu et j'ai beaucoup aimé ça chez elle. En fin de compte, le cosplay, ça me permet de vraiment être différent de ce que je suis, de libérer quelque chose que je ne ferais pas dans la vie de tous les jours. Ça fait du bien, on peut être qui on veut en fait. En plus de ces animations, 4 compétitions e-sport étaient organisées avec des invités de marque. Il existe évidemment des commentateurs de sport, que ce soit le foot, que ce soit le basket, etc. Nous, c'est exactement ce qu'on fait, c'est-à-dire que la partie est diffusée sur un grand écran et nous, on fait tout simplement en fait, la voix off. Finalement, tout le monde est hyper passionné, donc c'est vraiment un super moment qu'on est en train de passer. Il y a quelques personnes, effectivement, des joueurs ou autres qui viennent pour prendre quelques photos. Et là, ça leur fait plaisir, ça nous fait super plaisir. Et vraiment, ici, tout le monde est trop souriant. Et c'est le point. Je reste impressionné par ça, parce qu'habituellement, les joueurs, quand ils perdent ou autre, ils sont un peu déçus. Là, ils quittent la scène, ils sont toujours contents. La bonne humeur était donc au rendez-vous. Plus de 5000 personnes se sont déplacées au Rush Game ce week-end. Ce samedi qui a également été l'occasion d'officialiser la création de la toute première coopérative funéraire de Vendée. Un projet porté depuis quelques mois par l'association des Deuils et des Hommes, une association créée début 2021. C'est un collectif qui veut proposer une alternative aux pompes funèbres classiques. Le tarif des obsèques n'en sera pas forcément moins cher, c'est ce que soulignent en tout cas ses adhérents, mais les familles auront la main sur le déroulé de chaque étape. Un enterrement fait dans la sobriété sera alors forcément un petit peu plus accessible. La mort, elle est mise à distance dans notre vie, dans notre société. On l'explique un peu dans le préambule de nos statuts. Là, tout ce qui est autour de la naissance est encadré, c'est pris en charge. Tout ce qui concerne la mort, il y a un énorme tabou. La mort est mise à distance, les corps sont souvent mis dans des funérariums, alors que dans le temps, par exemple, on pouvait garder les morts, la personne décédée pouvait rester à la maison. C'est toujours possible. Il y a énormément de méconnaissances en fait. On s'est rendu compte en organisant nos premiers événements. On a organisé des cafés mortels, des ciné-débats. On s'est rendu compte que les gens étaient très demandeurs. On a été surpris. Ça nous a confortés dans nos décisions. Et qu'il y avait une méconnaissance sur ce qui était légal, ce qui ne l'était pas. Et le champ des possibles, en fait. Il y a plein de choses de possibles. Et notez donc que si le lancement officiel a eu lieu ce week-end, le lancement commercial de cette coopérative funéraire ne se fera qu'en janvier 2023. Plusieurs centaines de personnes se sont retrouvées au Sable d'Olonne samedi matin, entre 500 et un peu plus de 1000 selon les sources, et ce autour de la statue Saint-Michel. Rassemblement contre le déboulonnement de l'archange installé sur le parvis de l'église du même nom. Une marche qui était annoncée comme populaire et non politique, mais qui a vu plusieurs écharpes tricolores prendre part à la mobilisation. L'idée était de réaffirmer la volonté de garder la statue sur place, alors que son déboulonnement a été confirmé par la justice il y a quelques semaines. Saint-Michel, c'est un symbole français, comme il est en train de le dire. Donc, la République est laïque, mais la France est chrétienne. Et on ne peut pas effacer l'histoire sous prétexte que la laïcité n'est pas faite pour effacer les religions, mais pour que les religions puissent vivre ensemble. Il y a des gens qui n'ont rien à faire que de vouloir déboulonner une statue. C'est lamentable. Elle est installée, pourquoi vouloir la supprimer? Moi, je suis d'accord pour qu'elle reste, cette statue. Il faut qu'elle reste là. Elle est à nous. Si c'est une statue qui paraît importante aux yeux des gens, pourquoi pas la laisser, hein? Enfin, elle dérange personne en soi. Ça fait partie du patrimoine. Voilà, tout simplement. Sujet sur lequel a justement rebondi notre invité de la matinale de ce jour, Jacques Hostetter, qui est membre du Grand Orient de France de Vendée. Vous pouvez retrouver son entretien en replay sur tvvendée.fr. Des images aussi de cet anniversaire. Les JSP de Montaigu-Vendée fêtaient leurs 50 ans samedi. C'est l'occasion d'organiser dans la ville le rassemblement des jeunes sapeurs-pompiers vendéens au pôle sportif Maxime Bossis. Ils ont été un petit peu plus de 400 le matin, encadrés par 80 formateurs.
animateurs pour une journée de cohésion qui a commencé par des ateliers techniques et sportifs. L'après-midi, une cérémonie officielle, vous le voyez, qui a permis de récompenser certains de ces engagés. Lancée en 1972, la section de Montaigu des JSP, qu'on appelait alors les cadets, fut la première créée en Vendée. Il y en a aujourd'hui 21. Une salle comble, vendredi soir, ça c'était à Mareuil-sur-les-Dissais. La Cinémathèque de Vendée a organisé la projection de Die Zufallreise, une émission allemande des années 60 qui permettait de découvrir le quotidien d'une commune choisie complètement au hasard dans l'Europe de l'Ouest et le nord de l'Afrique. D'où le titre d'ailleurs de cette émission, Le Voyage au hasard. 3 numéros auront finalement été tournés, 3 dont 1 en Vendée. Un reportage qui n'avait jusqu'à présent jamais été projeté en France jusqu'à il y a 3 jours. Grégoire de Châtillon. Ah ben oui, je savais que j'allais revoir mon grand-père au moins, ça m'a fait plaisir, plus tous les anciens là, celui qui ramassait les ordures, le garde champêtre, mobilier, tout ça c'était ma petite jeunesse. Là c'était des anciens. Comment ne pas être touché de revoir les siens 57 ans après, salle comble à Mareuil pour cette projection exceptionnelle. Ils sont venus voir leur village, filmé en 1965 dans le cadre d'un jeu télévisé allemand, un jeu où sur la carte la destination du voyage au hasard est tombée sur Mareuil-sur-Lay. Résultat, 2 films de 20 minutes sur la commune vendéenne, tournés successivement par 2 équipes différentes. René est fier que le vin rouge de Mareuil soit bu dans tout le département. Mais il n'est pas en première classe en appellation contrôlée. Et seules les cuves du meilleur millésime sont mises en bouteille pour la consommation familiale et pour la visite des amis. 2 films traduits et sous-titrés, 2 regards de journalistes allemands seulement 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les temps ont bien changé. En 1965, il y avait 7 hôtels, bars, restaurants dans la commune. Au Lion d'Or se retrouve la moitié du village, mais tous les cafés et restaurants sont florissants et il n'y a nulle part un mot de jalousie sur les concurrents. Seul le patron du Lion d'Or paraît un peu bizarre. Sa femme le compare à un chien de ferme. Personne n'a compris pourquoi une deuxième équipe de télévision venait, surtout spécialement à Mareuil. C'était intéressant de voir le regard qu'on pouvait avoir sur Mareuil à cette époque-là, depuis l'Allemagne. Moi, je fais partie du cercle de recherche historique des Achars et moi, j'ai traité ça comme si j'avais trouvé un document du 15e ou 16e siècle. Ce qui est exceptionnel, c'est la manière dont on l'a retrouvé et de pouvoir le montrer à des gens 60 ans plus tard. Je trouve ça super, cette juxtaposition. Grâce à des bénévoles passionnés d'histoire, grâce à la Cinémathèque de Vendée, ces archives, qui auraient pu tomber aux oubliettes, ont été collectées, sauvegardées, pour enfin être visionnées. Au revoir, monsieur le curé, monsieur le maire, comme nous le retrouverons dans les rues de Mareuil pendant le Tour de France. On va ouvrir maintenant notre page sport avec un nouveau baptême. Ce week-end, c'est Arnaud Boissière qui a présenté son 5e voilier de sa carrière professionnelle au grand large. Le Micaline est en fait l'ancien initiative cœur de Samantha Davis, maintenant paré aux couleurs du sponsor vendéen. À 3 semaines du départ de la route du Rhum, ce n'est pas un skipper, mais plutôt un cycliste, vous le voyez, qui a brisé la traditionnelle bouteille de champagne sur la proue du bateau, un certain Thomas Veuclair. C'est mon 5e, puisque je pars pour un 5e Vendée Globe dans quelques années. C'est le 3e la Micaline, donc c'est la Micaline numéro 3 on va dire. C'est 2e baptême avec le même parrain et le même marraine, puisque c'est toujours Thomas Vauclair et Tessa Worley, le parrain et marraine. Mon pote Yannick est là, Ingrid Steven est là, et il n'est pas là en tant que vainqueur du Vendée Globe, il est là en tant qu'ami. Et c'est ça aussi qui fait la force de nos projets. On a tous des belles histoires à raconter sur les Vendée Globe ou des routes du Rhum, des aventures sportives, mais aussi des aventures humaines. Et je suis extrêmement attaché aux deux. C'est de l'émotion, c'est être parrain du bateau la Micaline Artipole, c'est toute une symbolique, quoi. Et c'est avec plaisir que j'accepte une nouvelle fois de l'accompagner de manière symbolique en baptisant ce bateau, en étant le parrain. Et puis je prends énormément de plaisir à le suivre. C'est des sports, le sport cycliste ou la voile, que tu t'opposes et en fin de compte qui ont pas mal de points communs. Donc c'est pour ça c'est raccord. Si je suis parrain du bateau, c'est pas juste pour dire voilà je suis venu, c'est que ça me tient vraiment à cœur.
Donc ça, c'était pour la voile. On va avoir quelques mots de football aussi avec des images de Thibaut Grasset. C'était le 6e tour de la Coupe de France avec les Sables FCOC qui recevaient Cholet hier au stade Albert Robin. 3 divisions qui séparent les 2 équipes à la faveur des Choletais, et les joueurs sablais qui évoluent en Régional 1 n'ont pas réussi l'exploit de les sortir du championnat. Le score final 3-1 pour Cholet. C'est donc la fin de l'aventure Coupe de France pour les Sables d'Olonne. Mais notez que 3 autres équipes étaient encore en lice dans cette Coupe de France, et je laisserai le soin à Alexandre Le Naour de vous détailler les résultats et de vous dire donc en ce lundi matin combien d'équipes vendéennes nous avons encore en lice dans ce championnat. Du foot, on va passer au cyclisme avec quelques images du chrono des nations, épreuve professionnelle qui figure, je vous le rappelle, au calendrier de l'UCI. Le rouleur suisse de Groupama FDJ Stéphane Kung a dominé le champion du monde du contre-la-montre Tobias Foss. Il remporte donc cette nouvelle édition, et les classements complets sont disponibles sur le site du chrono des nations. Mais là encore, je n'en doute pas, nous allons en reparler avec Alexandre dans quelques instants. En attendant, parlons de la météo avec ses prévisions météo détaillées pour le début de journée. C'est un temps couvert, on ne va pas se le cacher, c'est un temps maussade, on va bien se l'avouer également. Et il ne faut pas oublier le parapluie pour ce lundi matin, des pluies faibles sur le littoral, mais des pluies quand même. Et dans les terres, c'est le même programme, même si le soleil devrait faire quelques apparitions. Température, autour de 13-14 degrés avec une pointe à 16 pour l'île Dieu. C'est la fin de ce flash. On va maintenant passer, vous l'avez sans doute compris, à notre journal des sports, puisqu'Alexandre Le Naour est en plateau, et on va donc voir un petit peu tout ce qui s'est passé ce week-end. Bonjour Alexandre. Bonjour Caroline. Ça va ? Très bien, vous-même ? Moi ça va, le week-end s'est bien passé. Vous avez fait quoi ? Du cyclisme, du foot ? Du cyclisme, du football, et même un baptême d'IMOCA encore au Sables d'Olonne. Et de la voile. Vous avez de la chance en tant que journaliste sportif. Plein de choses. On commence par du cyclisme justement, chrono des nations du côté des herbiers ? Exactement, et puis c'est le moment d'une petite séance de rattrapage. Si vous n'étiez pas sur TV Vendée hier après-midi pour suivre ce contre-la-montre, un plateau d'exception s'était donné rendez-vous avec tout de même 4 champions du monde, plusieurs catégories de courses, mais on va surtout s'intéresser aux catégories élites, car chez les femmes, la néerlandaise et championne du monde Hélène Van Dijk a écrasé l'épreuve. La championne du monde, vous le voyez à son maillot arc-en-ciel justement, a bouclé les 27,23 km de course en 35 minutes et 54 secondes avec plus d'1 minute d'avance sur ses concurrentes. Et chez les hommes, c'est le vainqueur de l'an dernier, Stéphane Kung, qui a été le plus rapide sur le parcours de 45 km 430, un petit peu plus long. Donc il est arrivé en 53 minutes et 29 secondes et devançant de 2 petites secondes, le champion du monde du contre-la-montre, Tobias Foss. Avec une météo particulièrement favorable hier aux herbiers. Je vous ai laissé justement le soin de citer la gagnante. C'était un peu compliqué pour moi, cette néerlandaise. Du football, 6e tour de la Coupe de France. Alors on en parlait il y a un instant. 4 équipes vendéennes engagées au début du week-end. On commence par parler des Sables, puisque nous étions hier au stade Albert Robin pour suivre l'un des chocs de ce 6e tour. Les Sables FCOC, pensionnaires de Régional 1, recevaient Cholet, qui joue en national. 3 divisions d'écart entre les deux clubs, et pourtant ce sont les Sablés en rouge, on vient de le voir, qui ont ouvert le score à la 9e minute. Cholet va ensuite revenir à la marque à la 28e minute, un score de parité à la pause, 1 partout, mais c'est Cholet qui va faire la différence en fin de match à l'expérience. Une belle reprise de volée à la 73e minute avant un penalty à la 80e. Les pensionnaires de N1 ne sont donc pas tombés dans le piège vendéen. Défaite des Sables, 3-1, mais les Vendéens ont fait plus que bien tenir tête à leurs adversaires du jour, et l'entraîneur des Sables, Jérémy Charnot, l'a souligné au micro de Thibaut Grasset. On a fait une bonne première mi-temps, on a la chance aussi de marquer sur notre première occasion. Forcément, ça augmente notre confiance. Et oui, on savait que cette deuxième mi-temps, vu le terrain et le beau terrain et le beau complexe qu'on avait été en difficulté physiquement. Je pense que le deuxième but nous fait mal sur une petite erreur de placement, et on avait un peu parlé de ça. Donc voilà, c'est dommage, mais clairement les gars peuvent être fiers d'eux parce que les efforts ont été faits, la combativité, voilà. On a montré une bonne image d'un club de R1, je pense. Le 6e tour de l'année dernière contre une N2, on s'était dit là, on va défendre un peu plus bas, on va fermer les espaces. L'année dernière, on a voulu jouer, on s'était dit on va un peu moins jouer, on va défendre, et puis surtout Cholet était un niveau encore au-dessus. On a appris, mais on n'a pas réussi, mais on va retenter l'année prochaine et encore les autres années jusqu'à temps qu'on réussisse ce 7e tour qui serait le record pour le club.
Et puis Caroline vous le disait, il y avait 4 équipes vendéennes engagées en Coupe de France. On a donc un peu gardé le suspense. Eh bien, c'est un 3/4 victoire 4-1 des Herbiers sur le terrain du FC Coteau du Vignoble. Succès de Mareuil face à Saint-Julien-d'Ivat, 2-0. Et enfin, la Châtaigneraie est allée s'imposer 3-1 sur le terrain de Blain. Le prochain rendez-vous de Coupe de France, ce sera dans 15 jours. Vous avez un petit pronostic sur l'issue? Vous pensez qu'on va avoir des Vendéens? C'est toujours difficile, mais on croise les doigts. Ah, vous voulez pas vous mouiller, c'est pas drôle. On est qu'au 6e tour aussi, c'est pour ça. On va parler rugby, 4e journée de Fédéral 3. Le RC Sablé, qui est leader, recevait Angers hier. Et oui, au stade Pierre Escalier, les hommes de Benjamin Chaup comptaient bien continuer leur très bon début de saison, même un début de saison parfait. Et c'était un début de match tonitruant avec un premier essai inscrit dès la 5e minute par Nathan Casajou, un essai ensuite transformé. Et ce même Nathan Casajou, talonneur de 22 ans, va remettre ça 4 minutes plus tard avec un nouvel essai aplati. 3 essais transformés pour les Sablés qui mènent 21-0 à la mi-temps. Les Angevins vont pourtant revenir avec de meilleures intentions et inscrire un essai en tout début de deuxième période. Les équipes vont ensuite se répondre avec plusieurs essais inscrits des deux côtés. Malgré un carton rouge en fin de match, les Vendéens vont maintenir leur avance. Victoire des Sablés 33-17. Les locaux signent là leur 4e victoire en autant de matchs. Et je vous propose d'écouter la réaction du coach du RC Sablé en après-match, des propos recueillis par Daniel Lelanne. Un bon match, une belle victoire. On est content parce que c'est quand même une grosse équipe Angers. On sait qu'ils venaient là pour faire un coup. Voilà, je pense qu'on a bien su prendre dès le début en menant très vite 21-0. Et là où on doit, je pense, encore un peu travailler, c'est justement, on est un peu sur le courant alternatif. Et ça nous a un peu manqué, notamment à la fin où on perd ce point de bonus offensif. Mais voilà, la victoire est là et on s'en contente, on est content aujourd'hui. On a pu mettre des grandes séquences avec beaucoup de vitesse et beaucoup d'intensité. Et parfois, justement, où on a été beaucoup plus lent et ça nous a un peu desservi. Donc il faut qu'on arrive à imposer notre jeu, nous, et être capable de le faire sur 80 minutes. On passe au basket maintenant, Alexandre, avec National 3 masculine. C'était la 6e journée et un derby entre Châlons-Riévy et Saint-Georges-de-Montaigu. Un derby à la salle de la Vie à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Châlons-Riévy en blanc marinière. Ce week-end recevait les leaders du Saint-Georges-Montaigu Vendée Basket, qui jouaient donc en noir et jaune sur les images, vous êtes en train de le voir. Et les visiteurs ont fait respecter la hiérarchie face à une équipe de Châlons-Riévy un peu plus jeune et puis moins expérimentée aussi. Pourtant, malgré cela, à 3 minutes du terme, les deux équipes était encore à égalité, 71-71. C'est seulement dans le Money Time que les leaders de cette poule, eux, ont su remettre un coup de collier pour passer devant et s'imposer. Châlons-Riévy subit sa 2e défaite de rang, victoire donc de Saint-Georges-Montaigu 80-73, qui poursuit son début de saison parfait, un succès glané à l'expérience, comme l'explique l'entraîneur des visiteurs du soir, Paul Ravon. Il était au micro de Daniel Lelanne. Le match a été serré du début à la fin. On passe un peu à l'expérience, je pense, et voilà, c'est des victoires qui sont importantes, qui sont fondatrices pour la suite du championnat. On a réussi à faire une ou deux fois le trou, ils sont toujours venus, toujours sur les mêmes registres, sur les qualités athlétiques, l'euphorie. Notre force aujourd'hui, c'est qu'on est resté calme. Et à la fin, voilà, au métier, on fait la différence. C'est très grosse satisfaction ce soir. Le futur, c'est préparer La Roche-les-Sables, un autre derby. Continuer, on va prendre match après match. Et on sait qu'après, on a un mois de novembre qui va être costaud avec la réception de Brest, déplacement à Montfort. Voilà, donc très excitant. Et nous allons terminer donc avec de la voile. Maintenant, Alexandre, c'est ce qu'on disait. C'était le baptême de l'IMOCA à Micaline ce week-end. Donc baptême d'Arnaud Boissière, non, en tout cas de son bateau, au Sable d'Olonne samedi matin. Et oui, c'était le baptême de son 5e IMOCA, Arnaud Boissière, qui avait terminé 15e du dernier Vendée Globe. Il y avait du beau monde au Sable d'Olonne, avec notamment un certain Thomas Vauclair, que l'on connaît bien ici en Vendée, parrain de ce bateau. Donc, Yannick Bestaven, qui avait lui aussi inauguré son IMOCA il y a 2 semaines, à peu près au même endroit, et bien était également présent. Arnaud Boissière prendra bientôt le départ de sa 3e route du Rhum. Le rendez-vous, c'est dans 3 semaines à Saint-Malo, le dimanche 6 novembre. Mais avant cela, le skipper girondin voulait avant tout profiter du moment en compagnie de ses proches. Il était donc sur le ponton du Vendée Globe avec Thibaut Grasset. C'est mon 5e puisque je pars pour un 5e Vendée Globe dans quelques années. C'est le 3e la Micaline, 2e baptême avec le même parrain et le même marraine puisque c'est toujours Thomas Vauclair était ça Worley, le parrain et marraine parce que en dehors que c'est des grands sportifs, c'est aussi des gens extrêmement généreux et extrêmement humbles. Samantha Davis, qui est l'ancien skipper du bateau, je l'ai invitée aujourd'hui, elle ne peut pas venir, mais elle suit de près le projet et on est très très attachés à nos anciens bateaux.
Et c'est pour ça que c'est un moment important et chaleureux aujourd'hui pour les partenaires, mais aussi pour la famille. Mes parents sont là. Mon pote Yannick est là, Ingrid Steven est là. Et il n'est pas là en tant que vainqueur du Vendée Globe, il est là en tant qu'ami. Et c'est ça aussi qui fait la force de nos projets. On a tous des belles histoires à raconter sur les Vendée Globe ou des routes du Rhum. Des aventures sportives, mais aussi des aventures humaines. Et je suis extrêmement attaché aux deux. Merci Alexandre Lenaour pour ce journal des sports. Le sport, ça continue ce soir, évidemment, sur TV Vendée. 85 chrono en direct, c'est 18h45 et Aurélien Huard reçoit ce soir les Sables FC OC. On parlera donc Coupe de France et il y aura évidemment tous les autres résultats du week-end. On passe maintenant au jeu de la matinale. Une nouvelle question qui a été entamée ce matin. Intéressons-nous au Mageco de la semaine dernière. Où exactement se situe cette savonnerie artisanale que nous présente le Mageco? Dans quelle commune? Indice du jour, elle fait partie justement des 9 petites cités de caractère de Vendée. Et à la clé, on reste dans le sport puisque c'est le VCB, notre partenaire de la semaine. Vous allez pouvoir repartir avec des places pour Vendée Chaland Basket. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore au rendez-vous en direct depuis ce matin, des Pôles Trombinet. On se retrouve demain dès 7h pour un nouveau point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon lundi et à demain.